Ce soir, en principe, je dois intervenir sur les liaisons ou pas entre la démocratie et le nucléaire. Je vais commencer par vous dire comment moi je suis devenu antinucléaire. Je ne l'étais pas à l'origine. Si j'ai toujours été contre l'armement nucléaire, tout simplement parce que ça me semblait, c'est toujours vrai, un moyen de destruction massive et en particulier de destruction des populations civiles. Or, on avait essayé de faire en sorte que, au cours du dernier siècle, avec les expériences malheureuses notamment de la guerre 14-18 et celle de 39-45, où on avait quand même pas mal détruit de populations civiles, on avait réussi à régulariser un peu les procédures guerrières. Or, il est évident qu'avec le nucléaire, ce n'est pas les militaires qui se ramassent ça sur la figure, c'est les civils. C'était le cas à Hiroshima, c'était le cas à Nagasaki. Bon, donc, mais je le suis devenu sur l'ensemble de la chaîne du nucléaire, tout simplement par le fait que j'étais un militant associatif, j'étais enseignant et j'étais notamment... Je faisais partie de l'école moderne, ou l'école Freinet, pour ceux que ça dit quelque chose. Et en 1971, le premier administrateur de l'usine de La Hague, qui s'appelait Boussard, et qui était un colonel, les ouvriers à l'époque étaient, pour beaucoup, venaient de l'armée, à hasard, et donc, comme il partait en retraite, il avait fait une réunion publique, qui était prévue publique, à la mairie de Cherbourg, pour expliquer son départ et ce qu'il faisait. Et j'avais deux amis qui étaient là à distribuer un tract contre le nucléaire, qui étaient à l'école moderne, et donc qui se sont retrouvés arrêtés par la police, plus exactement par les renseignements généraux, emmenés au commissariat, et au commissariat, donc, on les a retenus tout le temps de la réunion publique. Curieux quand même, comme procédé d'une réunion publique. Et moi qui avais beaucoup, après 68, milité pour faire respecter les lois sur la liberté d'expression, sur la liberté du syndicalisme, la liberté de manifester, etc., eh bien... j'ai trouvé ça étonnant quand même, parce qu'à Cherbourg, il y avait aussi l'Arsenal, qui fabriquait les sous-marins nucléaires, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc où l'usine qui fabrique les sous-marins nucléaires ne pose pas les mêmes problèmes. On ne nous embastille pas quand on va faire quelque chose sur la place devant l'Arsenal. Donc, c'est comme ça que, c'est comme dans une pelote de laine. On prend un bout, on tire, et tout se dévide. C'est-à-dire que, après avoir fait le constat que ça ne fonctionnait pas à cette époque-là, on verra tout à l'heure si ça fonctionne bien de nos jours, ça ne fonctionnait pas vraiment dans le sens de la démocratie, c'est ce type d'industrie. Donc on se demande qu'est-ce qu'on y fabrique, et à l'époque, donc, on y fabriquait du plutonium. C'est comme ça qu'on l'appelait, donc, cette usine. On ne l'appelait pas usine de retraitement, mais usine d'extraction du plutonium. Et pourquoi? Eh bien, Robert Gallet, qui était administrateur du CEA avant 58, et qui était devenu, après 58, l'arrivée du général de Gaulle, secrétaire d'État à la recherche, en charge du CEA, donc il était à l'industrie et à la politique, on en discutait tout à l'heure. Robert Gallet a, dans un film, enfin un reportage de FR3 Normandie, qui s'appelle Atome Crochu, a reconnu que l'usine de La Hague avait des fonctions militaires, et qu'il s'agissait d'une usine de remplacement pour la bombe. Alors, la bombe, elle était déjà plus ou moins mise en œuvre, même si ça n'était pas officiel. La bombe, ça date de... La volonté d'avoir la bombe, c'est 45. Je passe beaucoup là-dessus parce que certains ont déjà entendu cette part de l'histoire. Mais le CEA a été créé en 45
Il a été créé par De Gaulle, c'est un militaire, donc avec une haute notion de la France, d'ailleurs plus que de l'Europe, et donc il s'agissait pour lui d'avoir un moyen de défense formidable pour la grandeur de la France. Mais il avait l'appui du PC, et du PC français, c'est étonnant de nos jours de dire cela, mais c'est pourtant la réalité. Le premier administrateur du CEA s'appelait Joliot-Curie. Il était un éminent scientifique, mais aussi un éminent politique. Il était membre du Parti communiste, membre éminent du Parti communiste. Donc c'est comme ça que les choses sont nées, et même si ça n'était pas officiel, les travaux ont continué jusqu'en 56-58. Il y avait d'ailleurs des gens célèbres, dont les parents étaient célèbres. Un certain Rocard, le père de Michel Rocard, travaillait sur la bombe pendant ces périodes des années 50, avant que la décision officielle soit prise par De Gaulle en 58. Donc vous avez là, dès l'origine, le fait que l'État et le nucléaire ne font qu'un. Ne croyez pas qu'il y a une différence entre le pouvoir de l'État, le pouvoir politique et le pouvoir industriel, même s'il peut y avoir quelques différences, par exemple, avec le pouvoir financier qui s'est beaucoup plus développé depuis. Bon, donc, je ne citerai que Robert Gallet, mais je vous citerai aussi Giraud, qui a été, dans les années 70, sous Giscard d'Estaing, ministre de l'Industrie, qui a été ministre de l'armement également, de la défense. C'est pas par hasard, quand même. Giraud a été administrateur du CEA et il a été à l'origine de la création de Areva, qui regroupait, entre autres, le CEA, quelques autres, Framatome, etc., quelques autres organismes d'État, usines d'État. Bon, donc, et aujourd'hui, on a à la tête du gouvernement quelqu'un qui a travaillé pour Areva, qui n'y travaille plus parce que c'est interdit de cumuler ce genre de choses. Donc c'est quelque chose qui est permanent aujourd'hui, qu'à la tête de l'État, on ait des gens qui viennent du nucléaire. Et donc ce n'est pas de l'entrisme fait par le grand corps des mines, même s'il est extrêmement important, qui a suffi pour cela, mais dès l'origine, encore une fois, j'insiste, il y a complète liaison entre les deux. Et avec le civil, avec le militaire. À l'époque, pour avoir la bombe, eh bien, on avait construit une usine à Chinon, une usine qui a produit de l'électricité, mais c'était subsidiaire. Il s'agissait de produire du combustible irradié, et à partir du combustible irradié, on extrayait 1%, on extrait toujours 1% de plutonium. Sur les 100%, il y avait 95% prévus pour l'uranium issu du retraitement, et 1% de plutonium, et 4%, environ, un peu plus, un peu moins, de déchets dits de haute activité, HAVL, ceux qu'on envisage de mettre à Bure, hein, à plusieurs centaines de mètres de profondeur, et qui n'est toujours pas en marche, sans jeu de mots, et ceci alors qu'il a été déjà prévu pour 2015, puis pour 2025, et certains disent oh, peut-être 2070, on ne sait pas exactement, en tout cas à l'usine de La Hague, ils sont là à l'heure actuelle, et le doublement de leur stockage y est non seulement prévu, mais en fonction. Donc, ou bien on le met à La Hague, ou bien on le met à Bure. C'est la situation actuelle. Comme on ne le met pas à Bure, et comme il n'y a pas d'autre centre, voilà, La Hague fait cette fonction. Comme l'uranium aujourd'hui, issu du retraitement, n'est pas recyclé. On dit qu'il est recyclable. Ça sera un débat apparemment, d'après ce que j'ai compris, sur Bayeux, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Et donc, il n'est pas recyclé. On dit qu'il est recyclable quand? Peut-être jamais. Bon, donc, EDF ne veut pas. Donc, comme EDF ne tient pas beaucoup au MOX, c'est-à-dire le combustible mix plutonium-uranium. Bon, en tout cas, donc voilà un exemple concret de la liaison entre
le pouvoir d'État et les grands chefs du pouvoir nucléaire. Mais il n'y a pas que cela quand même. Areva, maintenant Orano, c'est l'État. Quand ils sont en difficulté, c'est l'État qui finance. Vous avez suivi cela dans l'actualité. EDF, c'est l'État. Il était prévu de la privatiser à 35%, elle ne l'est qu'à 17%, et on en sait les résultats, les actions ne sont même plus cotées au CAC 40, et elles se sont effondrées. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas l'État qui était propriétaire, eh bien, le nucléaire serait en faillite, EDF serait en faillite. 35 milliards avoués d'endettement, également, donc, vous avez le grand carénage, c'est bien dit, hein, c'est joli ça, le grand carénage, c'est-à-dire le rafistolage des vieux réacteurs, qui, selon EDF, permettrait de ne pas trop construire de nouveaux réacteurs coûteux. Ça coûterait quand même, selon EDF, 55 milliards. Et la Cour des comptes estime qu'il faudrait au moins doubler cela. Et alors, quant à calculer le coût de la gestion des déchets, imaginez quel économiste est capable de calculer sur des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années. Le neptunium, c'est plus d'1 million d'années de durée de vie. L'iode 129, c'est 16 millions de périodes et c'est 160 millions de durée de vie. Donc, ce n'est pas du tout à l'échelle humaine et à l'échelle de quelqu'un qui compte dans le domaine économique. C'est le moins que l'on puisse dire. Donc, aujourd'hui, si on a ce nucléaire aussi puissant encore en France, ce qui n'est pas le cas dans le monde, eh bien, c'est dû à cette collusion entre l'industriel et le politique. Les deux vont de pair. Et s'il n'y avait que cela, mais il y a aussi l'autorité de sûreté nucléaire. Quand on est à l'autorité de sûreté nucléaire, il faut bien quelquefois faire quelques critiques au nucléaire, mais pas trop quand même. Hein. Et ça n'empêche pas de donner un avis favorable, par exemple, pour faire fonctionner la cuve de l'EPR, dont tout le monde sait qu'elle est défectueuse, et pour laquelle il a fallu qu'un décret gouvernemental fasse donc un décret dise la possibilité de déroger aux lois et règlements en matière de sécurité des installations sous pression. Ce qui est le cas de la cuve, ça date du 30 ou 31 décembre 2015. Donc, vous avez là, nos amis allemands appellent ça d'un nom que je n'aime pas, parce que c'est un autre contexte historique, ils appellent ça la mafia du nucléaire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, le nucléaire se trouve dans une situation qui, normalement, dans une démocratie, où, rappelez-vous Montesquieu, où on sépare les pouvoirs, eh bien, on ne se retrouve plus dans une démocratie avec le nucléaire. Ce qui fait d'ailleurs que, sur ce plan comme sur d'autres, aujourd'hui, on parle pour la France d'une démocrature, un système dualiste où il y a des aspects démocratiques et où il y a des aspects vraiment dictatoriaux. Le nucléaire ne fonctionne pas de façon démocratique. Pour plusieurs raisons, pas seulement cela, mais aussi parce que c'est une technique extrêmement centralisée, dirigée par soit des militaires, soit des experts, et qui échappe à toute décision populaire. Vous avez donc à aucun moment eu un débat et un référendum, après un long débat contradictoire, sur cette question du nucléaire. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette politique nucléaire qu'on connaît aujourd'hui. Si vous prenez par exemple l'Autriche, eh bien l'Autriche a construit un réacteur nucléaire et en 80, sous la pression populaire et notamment d'un scientifique, il y a eu un référendum. Le référendum, pas de chance pour le lobby, eh bien, a été défavorable au nucléaire. Aujourd'hui, la centrale ne fonctionne pas. D'ailleurs, j'aime beaucoup ça. C'est devenu un centre de loisirs.
Donc c'est un peu moins dangereux quand même qu'une centrale nucléaire. Bon, donc, mais on n'est pas dans ce scénario. En France, il n'y a aucune volonté d'organiser un référendum, ou alors les référendums pourraient fortement être pipés quand c'est le gouvernement qui décide des questions, quand c'est les télévisions qui mènent la campagne, dont on sait que la principale c'est Télé Bouygues, TF1, et n'oubliez pas quand même que Bouygues est officiellement le constructeur de l'EPR, et qu'il a des contrats à propos de Tchernobyl, etc., pour se préserver de ce qui est encore éventuellement en fusion dans le corium, donc à la base de l'accident de Tchernobyl qui remonte quand même à 86. Bon, donc vous avez là une protection militaire qui est faite pour des raisons très simples. C'est une matière sensible, que ce soit l'uranium ou que ce soit le plutonium. N'oubliez pas qu'on peut faire la bombe aussi avec l'uranium. C'est la voie qui avait été recherchée par l'Iran, qui a été recherchée, qui est encore recherchée par l'Iran. La plupart des autres pays avaient choisi le plutonium parce que les expériences, entre guillemets, expériences de Hiroshima à l'uranium et à Nagasaki le plutonium avaient fait continuer dans cette voie du plutonium les États-Unis, l'URSS, la France, la Grande-Bretagne, etc. Bon, donc le plutonium extrait, il est bien sûr sous contrôle extrêmement policier. Certains pourront dire heureusement. Comment ce serait autrement? Surtout dans une région, dans une période comme la nôtre, où on a vu se développer les mouvements terroristes. Et donc, le plutonium extrait à La Hague, on le promène par toute la France, puisqu'il s'agit de transporter ce plutonium sur Marcoule. Alors, on peut le faire passer sur... on n'envoie plus par le train parce que on sait où se situent les voies, mais on le fait par des petits camions avec une... Il y en a qui passent sur Isigny, hein, il y en a qui passent sur Caen, sur Bayeux, etc. Mais on peut le faire passer aussi par Rennes, par Nantes, Bordeaux, Toulouse, etc. Comme ça, c'est déjà fait. On peut changer en cours de route si on a quelques motifs, mais il ne suffit pas d'avoir des craintes ou des motifs. Et s'il y a un attentat, il faut quand même que ce n'est pas les deux motards de devant ou les deux motards de derrière qui résoudraient le problème. Imaginez que vous avez des camionnettes blanches qui transportent ce plutonium jusqu'à Marcoule dans la vallée du Rhône. Vous voyez les risques que l'on prend sur les transports. Quand la France retournait du plutonium, non pas sous forme de MOX, mais sous forme de plutonium, par bateau vers le Japon ayant des contrats avec Kojima, eh bien, vous aviez les avions qui survolaient, vous aviez les Américains qui, par satellite, survolaient le transport. Le transport ne se faisait pas par la Méditerranée, par le canal de Suez, vous imaginez pourquoi. Et donc, on passait au large de l'Espagne, au large de l'Afrique, on passait sous le Cap, et sous le Cap, on ne remontait pas par l'océan Indien, et il y avait quelques piratages quand même, et on ne repassait pas par les Philippines non plus, donc on passait par le sud de l'Australie, puis entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, on remontait vers le Japon, c'est-à-dire que on essayait de gérer le plus possible la sûreté de ce transport, mais en même temps, on ne faisait aucune escale, et en ne faisant aucune escale, ça voulait dire qu'on avait un chargement en fioul sur le cargo qui faisait ce transport
avec d'ailleurs quand même quelques canons sur le bateau. Ce n'était pas un bateau de guerre, mais il était armé. Et donc, il y avait, de ce fait, un autre risque très important, c'est-à-dire que quand vous avez une grande quantité de fuel sur un cargo, petit ou gros, vous avez une durée qui s'accroît en fonction du tonnage que l'on a. Quand on ne prend pas escale, on a beaucoup de fuel sur le bateau. S'il y a un feu sur le bateau, il ne dure pas 8 heures, 9 heures, il peut durer plusieurs jours. Et les conteneurs ne devaient pas dépasser 8 heures, etc. Bon, donc vous avez des contrôles permanents, et vous imaginez que si des bateaux s'étaient lancés à la poursuite de ce cargo, eh bien, ils étaient visibles de la part des Américains, les Américains jouant sur le fait que les combustibles japonais avaient été fournis par eux, et donc ils avaient droit de regard sur ce qui devenait par la suite, et par la production et l'utilisation éventuelle de plutonium. Sur le problème des transports, il est quand même très, très important, et toujours valable. Aujourd'hui, on utilise moins le plutonium, tout au moins la France, pour sa bombe, mais on l'utilise quand même dans les pays qui sont sous contrat, et quand on se propose de vendre des usines de retraitement à des pays autres, eh bien, on ne sait pas ce que ces pays en feront. Ça a été le cas déjà, et quand vous avez par exemple les Émirats arabes qui cherchent, je ne fais pas de racisme, quand les Émirats arabes sunnites qui ont beaucoup de soleil et beaucoup de pétrole demandent à avoir du nucléaire, il y avait quand même d'autres moyens, et notamment le solaire, pour essayer de faire leur développement économique et leur développement, mais à partir du moment où les chiites vont l'avoir, l'Iran, la guerre entre sunnites et chiites, pour l'instant, n'est pas accrue, si vous voulez, mais le risque de guerre peut se produire. Israël a la bombe fournie par la France dans les années 60. Et vous avez la Turquie à l'heure actuelle qui cherche à produire, avoir des réacteurs sur la mer Noire, un sur la mer Noire et un sur la Méditerranée, dans des pays, vous savez, où il n'y a pas de risque sismique, où c'est tranquille, il n'y a pas du tout d'attentats, etc. Donc, où c'est la démocratie, comme chacun sait. La France, pour l'instant, a reculé, mais c'est Rosatom qui est arrivé pour faire cela. Alors, on a aussi ce risque phénoménal, c'est qu'avec le plutonium, on peut commencer un armement nucléaire à essayer d'avoir ça. Bon, vous imaginez au Moyen-Orient les risques que l'on prend là. Je raccourcis. Oui. Bien. Faut me le dire. Hein. Et donc, bon, vous avez là un contrôle militaire, policier. Quand on rentre dans une entreprise comme EDF ou comme la Hague, c'est extrêmement contrôlé. Le travail y est plus que contrôlé. Si vous prenez les populations voisines, eh bien, elles sont fortement surveillées. On en sait quelque chose, les militants sur Flamanville ou sur la Hague. Et donc, ce système ne permettra jamais une réflexion sur le fonctionnement d'une démocratie. Les démocraties en existent de plusieurs types. Vous avez les démocraties dites représentatives, vous avez avec les élections, etc. Vous avez les démocraties qui font en sorte que les populations soient beaucoup plus concernées. C'est soit l'autogestion, comme disaient certains à une certaine époque, et il y a aussi les possibilités d'éco-gestion. Eh bien, il est évident qu'avec le nucléaire, et en particulier avec ses risques, eh bien, on n'aura jamais un fonctionnement démocratique de l'entreprise, on n'aura jamais
de fonctionnement important d'un pays. La France, aujourd'hui, est dans cette situation duel, ou dualiste, si vous préférez, c'est-à-dire où vous avez un certain nombre de libertés. Je ne suis pas, bien sûr, en camp comme sous Hitler, je n'ai jamais été au goulag comme en Russie, et je n'ai jamais été éliminé dans les camps de Pinochet, etc., ou Franco, mais il n'empêche qu'il y a un poids considérable qui est exercé sur les militants. On y reviendra après si vous voulez. Donc s'opposer au nucléaire aujourd'hui, ça suppose prendre conscience de ça. C'est qu'il est inévitable que le combat contre le nucléaire est un combat politique, à partir du moment où c'est l'État que l'on a en face de soi. Ça ne veut pas dire que ça entraîne un combat à partir d'un parti politique, mais ça peut se faire à partir d'associations, de mouvements divers, etc. Moi, je n'ai jamais été, même si j'ai participé, par exemple, au Vert, je n'ai jamais été ce qu'on appelle un partidaire. Moi, j'ai été plutôt un mouvementiste. Et donc, mais fatalement, même quand on est mouvementiste, on fait de la politique quand on est anti-nucléaire. Il ne faut pas avoir peur de le dire, il faut le dire. Quand on est en face de soi, l'État, eh bien, c'est l'État qui est notre adversaire. Ce n'est pas notre ami, c'est pas avec lui qu'il faut discuter. Ou alors, quand on discute avec lui, c'est en termes de rapport de force, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. C'est à cela qu'il faut essayer de développer ce que nous faisons.